messieurs, bienvenue. Merci à vous de nous rejoindre pour Sport Week-end, un programme chargé aujourd'hui car nous parlerons football avec les tops et les flops de notre expert Mickaël Madar. Nous reviendrons sur le très médiatique procès d'Oscar Pistorius et puis de la NBA, une émission complète donc concoctée par notre rédaction sportive. Alors restez avec nous, avec moi sur ce plateau, Sarah Koskevic, Elinor Lalo et vous, Julien Balloul. Bonsoir à tous. Tout de suite, on commence par le football. Du football donc, et nous rejoignons par Skype notre spécialiste Mickaël Madar. Mickaël, bienvenue. Bonsoir. Alors c'est l'heure des tops et des flops de la semaine. On va commencer par les bonnes nouvelles, si vous le voulez bien. En Allemagne, le Bayern est tout simplement trop fort. Il s'impose 6-1 sur le Wolfsburg et tue définitivement, Mickaël, tout suspense. Oui, c'est vraiment l'année de tous les records pour le Bayern. Le nombre de victoires, le nombre de buts, le nombre de matchs sans défaite, le nombre de points, c'est quand même incroyable. Maintenant, je pense qu'il faudrait quelques titres pour pouvoir couronner cette belle équipe qui est quand même très performante depuis le début de la saison. Le PSG qui s'impose 3-0 sur Bastia avec un but et 2 passes décisives d'Ibrahimovic. Ce Suédois est absolument époustouflant. Hein. Oui, encore une belle victoire du Paris Saint-Germain à l'extérieur, avec une belle performance de Zlatan Ibrahimovic, un but, 2 passes décisives. À l'heure actuelle, il est quand même, on va dire, parmi les 3 meilleurs joueurs au monde. Il est extrêmement décisif et c'est même le joueur le plus décisif à l'heure actuelle dans les championnats européens, avec 23 buts et 13 passes décisives. Vous pensez qu'il pourrait avoir le ballon d'or ? Il y a des concurrents pour le Ballon d'Or, mais il en fait partie en tout cas, ça c'est sûr. En Angleterre, Chelsea prend le large grâce à une victoire 4-0 sur Tottenham avec un but de Samuel Eto'o. Oui, Chelsea qui caracole en tête depuis 2-3 semaines. C'est quand même assez inattendu. On ne pensait pas les voir à ce niveau-là de la compétition. Maintenant, on a Samuel Eto'o qui a marqué le premier but contre Tottenham. C'est une petite revanche par rapport aux déclarations de son entraîneur José Mourinho à Canal+ la semaine dernière par rapport à son âge. Alors toujours en Angleterre, Arsenal écrase Everton 4-1 avec un doublé d'Olivier Giroud et se qualifie pour les demi-finales de la Coupe. Oui, une belle performance aussi d'Arsenal contre Everton, qui n'est pas une équipe évidente. Une très bonne rentrée d'Olivier Giroud, qui nous fait un peu oublier les travers de sa vie privée, à travers ses 2 buts. Alors à noter, Mickaël, que Manchester City a chuté à domicile face à Wigan et donc éliminé au stade des quarts de finale de la Coupe. Alors maintenant, on va passer au flop. En France, la chute aux enfers du FC Nantes, qui ne s'arrête pas. 9e rencontre sans victoire et puis une triste 15e place. Oui, c'est quand même assez incroyable avec un début de saison très prometteur du FC Nantes. Et là, cette année 2014, catastrophique, avec 0 victoire sur les 8 derniers matchs. Et malheureusement, le FC Nantes se rapproche de cette zone de relégation qui est pas trop loin quand même. Mauvaise nouvelle également pour le Barça qui s'incline face à Valladolid. Seconde défaite en 3 matchs pour les Catalans qui s'éloignent décidément du titre. Oui, Barcelone qui est quand même c'est assez incroyable de les voir à ce niveau-là. Ça fait quand même 3 défaites sur les 6 derniers matchs, c'est quand même beaucoup pour une équipe de ce type. Maintenant, on a vu un Neymar qui était sorti et pas trop bon, Messi pas trop performant. C'est quand même beaucoup de choses. Ça les met en difficulté à l'heure actuelle, mais j'espère qu'ils vont pouvoir rebondir parce qu'ils le méritent, ils ont quand même une belle équipe. Merci beaucoup, Mickaël, pour votre tour d'horizon de la planète football et puis à bientôt sur i24 News. Football toujours avec la déclaration de l'entraîneur lorientais Christian Gourcuff. Dans un entretien accordé à nos confrères du journal du dimanche, il estime en effet que Laurent Blanc est un entraîneur qui n'entraîne pas. En effet, selon sa définition, un entraîneur, c'est d'abord quelqu'un qui travaille dans le domaine technique. Or, c'est Jean-Louis Gasset, l'adjoint de Laurent Blanc, qui se charge de cela au Paris Saint-Germain. Ce modèle donc ne plaît pas du tout à Gourcuff. Laurent Blanc fait de la communication, selon lui, et non du coaching. Alors, c'est très limitatif. Alors que Laurent Blanc a des résultats plus que positifs et performants avec l'équipe de la capitale, il est clair que
Ces déclarations font des vagues dans le monde du football. Julien Gourcuff, qui ne fait pas d'éloge à Laurent Blanc en ce moment, ça doit faire des vagues, ça. Non, mais Twitter ne fait pas non plus d'éloge à Gourcuff, donc je pense qu'il y a un partout la balle au centre. J'en ai sélectionné quelques-uns, des tweets très assassins contre l'entraîneur. On va en regarder quelques-uns. C'est justement ces talents d'entraîneur qui sont remis en cause. Regardez, si Gourcuff veut nous prouver qu'il est entraîneur, c'est maintenant. Voilà, une première lancée contre Christian Gourcuff. Le suivant m'a fait beaucoup rire parce que la personne qui a fait ça a fait une capture d'écran de son CV sur Wikipédia. Ouais. Et pour montrer, donc division 4, division 3 sous-entendu. On se demande pourquoi il a fait ça d'ailleurs. On se demande vraiment pourquoi il a fait ça. En tout cas, sur la twittosphère, on met en avant son CV qui est moins glorieux que d'autres, notamment les personnes qui l'ont critiqué. Ils ont des CV bien plus impressionnants que Gourcuff, absolument. On l'appelait le président de l'équipe de France, un joueur de super haut niveau. Il a mené Bordeaux au titre. Et puis, il fait plus que bien avec le Paris Saint-Germain. Entre autres, et justement, le tweet suivant que j'ai sélectionné, on va le voir. Et il y a une référence avec le Paris Saint-Germain. Et il dit j'aimerais bien le voir lorsqu'il sera à l'œuvre dans un grand club, avec notamment le Paris Saint-Germain, puisqu'on le sait, il est joue avec Lorient, qui est bien plus loin que le Paris Saint-Germain. Non, mais d'autant qu'on a déjà vu comme ça des entraîneurs avoir des assistants qui s'occupent de la partie technique et puis eux qui prennent beaucoup plus soin du coaching, etc., mental. Ce que fait Laurent Blanc, il a une technique bien particulière, donc on comprend pas trop. On comprend pas, et en tout cas sur la twittosphère, on ne pardonne absolument pas. Bon, merci beaucoup Julien. Tout de suite, on passe au basket. Et même dans le sport, on n'échappe pas aux rumeurs, mais quand celle-ci concerne l'un des meilleurs ailiers de la NBA, on se retrouve dans un feuilleton américain, Sarah Koskiewicz. Oui, hier soir encore, les Knicks de New York étaient victorieux des Cavaliers, mais ils sont d'ailleurs ne plus qu'à 2 victoires des playoffs, donc depuis le début de la saison, ils ont vraiment augmenté. Mais ce qui tient tout New York en haleine cette semaine, c'est le feuilleton Carmelo Anthony. À la fin de la saison, le joueur sera free agent. Donc free agent en NBA, ça veut dire qu'il finit leur contrat. Alors, parlez-nous français. Parlez-nous français. Free agent, ça veut dire qu'il finit son contrat avec les Knicks. Ça veut dire qu'il est donc potentiellement détournable. En tout cas, il va être courtisé par les autres équipes pour rejoindre d'autres équipes. Et ce qui veut dire en NBA qu'il va se passer beaucoup de choses. Ça va être le marché des transferts pour le football. Toute la semaine, la rumeur a enflé et Joachim Noah lui aurait proposé pendant les All-Star Games de rejoindre les Chicago Bulls. Noah n'a pas confirmé, mais en tout cas, Carmelo Anthony a réfuté cette rumeur. Il n'a pas envie de rentrer pour l'instant dans une partie d'échecs, mais en tout cas, il va certainement se passer des choses assez drôles à voir. Bon, alors on reste à l'Est, mais on se dirige vers Indiana. La semaine a été rude pour l'équipe des Pacers, qui se trouve dans une mauvaise passe, Sarah. Oui, ils sont toujours les premiers de la conférence Est, mais cette nuit, face à Houston, ils ont enregistré leur 3e défaite consécutive. Ils n'ont pas l'habitude, les Pacers, de nous montrer des matchs qui sont mauvais à ce point-là. Ils ont fait un début de saison sur les chapeaux de roue, mais ils commencent vraiment à fatiguer. Alors d'un côté, le coach ne s'inquiète pas, mais de l'autre côté, il faut vraiment qu'il continue à gagner, parce qu'il y a le Heat de Miami qui est derrière et qui force la place pour la première place de la conférence Est. Et on est à un mois de la fin de la saison, donc du début des playoffs. Le suspense commence maintenant. Merci beaucoup Sarah. Tout de suite, le reste de l'actualité. Allez, en bref, voici ce qu'il ne fallait surtout pas rater ce week-end. Regardez les images. Depuis vendredi et pendant les 7 prochains jours, près de 600 athlètes handicapés venus de 45 pays différents vont s'affronter lors de la 11e édition des JO d'hiver à Sotchi, en Russie. Malgré la crise géopolitique en Crimée, le président Vladimir Poutine s'est déplacé pour la cérémonie d'ouverture. On part en Pologne pour les championnats du monde d'athlétisme indoor. On a pu apprécier la performance de Moura da Silva. Le Brésilien conserve son titre à la longueur avec un saut de 8,28 m chez les femmes. Leur revient la Française Héloïse Le Sueur. Aux 60 mètres, c'est le Britannique Richard Kilty qui l'emporte à la surprise générale et en l'absence des plus grands sprinteurs de la planète. À Indian Wells, direction le 3e tour pour Stanislas Wawrinka qui se débarrasse de Klakovic dans le premier tournoi de Wawrinka depuis sa victoire à l'Open d'Australie. L'autre Suisse de la compétition, Roger Federer, a battu le Français Paul-Henri Mathieu. De son côté, le Français Gaël Monfils doit rencontrer l'Italien Fognini. Pour passer au tour suivant, il pourrait rencontrer Rafael Nadal. Après s'être débarrassé de Stepanek, l'Espagnol doit rencontrer l'Ukrainien Dolgo Polov. Andy Murray accède également au 3e tour. Allez, tout de suite, on passe au dossier de la semaine.
Lorsque la politique met son nez dans le sport, ça donne un cocktail explosif. Nous l'avons déjà vu à moins de 100 jours de l'ouverture de la Coupe du Monde. Des militants pro-palestiniens appellent à l'expulsion d'Israël de la FIFA. Quelles sont les raisons de ce boycott, Julien Baloul? Comme souvent quand je parle, c'est une histoire assez internet. L'affaire a été révélée par Mahan, qui est une agence de presse palestinienne. En fait, les raisons qui poussent les militants pro-palestiniens à demander l'expulsion d'Israël de la FIFA, c'est cette affaire, donc révélée par Mahan, je vous le disais. 2 adolescents, Jawar et Adam, 19 et 17 ans, qui rentrent de l'école et qui rentrent de l'entraînement au foot. Le foot, vous allez voir où est-ce que je vais en venir. Ils ont chacun 19 et 17 ans et ils reviennent de l'entraînement. Et là, sans raison, l'armée israélienne, des soldats israéliens leur tirent dessus, tirent dans les jambes. Ils sont donc blessés aux pieds. Ils ne peuvent plus jamais de leur vie jouer au football. Évidemment, une histoire très touchante. Ils sont hospitalisés à Ramallah, puis transférés à Amman. Ça a beaucoup choqué évidemment les personnes qui ont lu l'article, parce que j'allais dire le monde entier, mais en réalité pas du tout, parce qu'en dehors de cette agence palestinienne, il n'y a pas eu d'autres articles. Donc c'est vraiment une sphère assez restreinte, mais en tout cas, ça a quand même poussé à la création d'une pétition. On va voir à l'écran le texte de la pétition qui demande à la FIFA d'exclure Israël. Voilà, vous pouvez le signer sur Internet. Je demande à la FIFA de suspendre l'adhésion d'Israël jusqu'à ce qu'Israël respecte les droits humains des Palestiniens et observe le droit international. Donc voilà, ça c'est la version des pro-palestiniens. Alors justement, est-ce que vous avez enquêté un petit peu, Julien? Est-ce qu'il y a d'autres versions? J'ai enquêté, mais d'abord regardé un petit peu sur Twitter les réactions des pro-palestiniens qui s'est pas fait attendre évidemment face à cette histoire, avec beaucoup de tweets qui demandent l'expulsion d'Israël. Ils estiment que Israël qui détruit le rêve de jeunes footballeurs, ceci ne devrait pas arriver. Un tweet qui estime qu'Israël n'est pas une démocratie, donc encore une fois une raison d'exclure Israël de la FIFA. Maintenant, concernant la contre-enquête, parce que oui, j'ai mené une contre-enquête, Valérie, comme vous le disiez, j'ai trouvé un seul article en dehors d'Al Jazeera et de Mahan qui en parlait. C'est l'article de Haaretz, qui est un journal israélien. La journaliste s'appelle Amira Haas, qui elle-même est considérée comme pro-palestinienne, et elle prend beaucoup plus de pincettes. Elle explique qu'ils allaient rendre visite à des amis. Ils n'ont pas été hospitalisés en Cisjordanie ni en Jordanie, ils ont été hospitalisés en Israël. Et la police des frontières dans le territoire palestinien explique qu'ils étaient en train de s'en prendre aux forces de sécurité. On va voir le communiqué des forces de sécurité à l'écran, vous allez voir ça tout de suite. Au cours d'une opération, un petit groupe de personnes a été vu lançant des explosifs contre des forces de sécurité. Les policiers ont suivi le protocole et ont ouvert le feu pour neutraliser la menace. Les suspects ont été appréhendés. Une bombe a été trouvée sur l'un d'entre eux. Le protocole, c'est justement de tirer dans les pieds et pas dans la tête, justement pour ne pas tuer une personne, même lorsqu'elle menace les forces de sécurité. Oui, donc ça, peut-être qu'ils ont oublié de le dire. Voilà, en tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'il n'y a aucun autre article dans la presse, y compris israélienne, y compris française. Donc, il y a de quoi remettre en cause la véracité des faits, parce qu'il n'y a pas eu d'affaires, il n'y a pas eu d'articles dans le reste de la presse internationale. Est-ce que vous pensez qu'il va y en avoir des articles? Est-ce que vous pensez que ça va être repris? Je ne pense pas, parce que cette affaire date du 31 janvier. 31 janvier, cette affaire, il n'y a rien eu dans les médias israéliens, je le disais juste à Haaretz en anglais, même pas en hébreu, alors que cette journaliste Amira Haas est journaliste de Haaretz depuis 20 ans. Elle n'a pas eu d'écho, pourtant c'est une des pontes du journal à Haaretz. L'affaire a été reprise ces derniers jours dans Al Jazeera. Même la fédération israélienne n'en a pas entendu parler. Absolument, donc c'est une affaire à mon avis qui ne va pas avoir beaucoup d'écho. On verra bien, je pense d'ailleurs qu'on sera un des seuls à en parler. Merci beaucoup Julien. Allez, on revient tout de suite sur l'affaire Pistorius. L'affaire de la semaine, c'est le procès d'Oscar Pistorius après le témoignage de la voisine qui a déclaré avoir entendu des cris à glacer le sang ce fameux soir de la Saint-Valentin pour la mort de Riva Steenkamp. Une ex-petite amie du sportif, Samantha Taylor, s'est exprimée également à la barre. En effet, le champion paralympique serait un passionné d'armes à feu, un procès qui passionne l'Afrique du Sud, Elinor Lalo. Et comment, Valérie, qui passionne l'Afrique du Sud? Je vous rappelle que Oscar Pistorius, c'est quand même l'enfant prodige du pays, c'est une icône, 6 fois médaille d'or des Jeux paralympiques. Il a même participé avec les Valides aux Jeux olympiques en 2012. Donc voilà, un procès qui passionne. Fin d'une semaine à charge. Alors il faut rappeler que ce procès, il est retransmis en direct à la télévision. C'est ça. Donc on est dans une télé-réalité. C'est surtout la première fois qu'un tel procès, Julien, vous n'allez pas me contredire, est aussi repris sur Twitter et commenté en temps réel sur Twitter. En tout cas, c'est le procès de l'année et donc une semaine à charge à l'encontre d'Oscar Pistorius. Vous avez parlé de cette voisine qui avait entendu des pleurs. Il y a aussi cet ami boxeur qui a raconté comment Oscar Pistorius, un soir au restaurant, a tiré par accident en plein dans le restaurant et il a demandé à son ami de porter le chapeau pour pas être trop médiatisé sur cette affaire. Il y a cette ex-petite amie, vous venez d'en parler. Alors elle, c'est simple, elle a dit que Oscar était tout le temps avec son pistolet, qu'il dormait avec à côté de ses prothèses et qu'elle a raconté cet argument
Ils étaient dans une voiture avec des amis, ils se sont fait arrêter par un policier et Oscar a juste pour manifester son mécontentement après l'altercation, il a tiré en l'air à travers le toit ouvrant d'une voiture. Donc voilà, l'idée c'était d'établir le profil psychologique de l'accusé. Je vous rappelle les deux thèses. Il a l'air un peu coléreux quand même. C'est ce que dit son ex-petite amie, un profil nerveux et colérique. Les deux thèses, je vous les rappelle très rapidement. Pour le procureur, c'est une dispute qui a mal tourné. Pour Oscar Pistorius, il a tué effectivement son ex-petite amie, mais il l'a prise pour un cambrioleur. En tout cas, quoi qu'il en soit, il risque 25 ans de réclusion s'il n'arrive pas à prouver que c'était bien un accident. Donc voilà, le procès reprend demain. Alors, autre détail, il n'est pas tombé sur un juge facile. Hein. Il n'est pas tombé sur un juge facile, effectivement. Elle est connue pour être assez redoutable dans le pays. Et puis il y a aussi le fait que les violences faites aux femmes sont assez nombreuses en Afrique du Sud. Donc beaucoup pensent qu'il risque d'être pris comme exemple. Voilà. D'accord. Alors rapidement, il y a beaucoup de tweets sur Internet. J'ai fait le choix de ne pas le montrer parce qu'il y avait beaucoup de bagues cyniques, donc voilà, on les a pas montrés. Merci beaucoup Johanna Balloul. Merci à vous tous. C'est la fin de cette édition. On se retrouve demain. Restez avec nous car l'info continue sur i24 News.